avoir un pouvoir hiérarchique, c'est d'abord une très grande responsabilité. Ça, c'est très connu comme formule, mais c'est très vrai. C'est-à-dire qu'il faut d'abord montrer l'exemple. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas se contenter de dire aux gens comment ils doivent faire et quelle éthique ils doivent appliquer. Moi, je crois beaucoup au fait que il faut qu'ils voient comment nous, on fait. Par exemple, le droit à l'erreur, simplement. Le droit de se tromper, le droit de pouvoir avancer, de pouvoir créer, de pouvoir... Justement, on parlait beaucoup du management transversal. Le fait de montrer l'intérêt et la primauté du lien avec les personnes, et finalement de l'humanité qu'on a envie de mettre dans la relation, moi j'ai l'impression que, vous savez, ça ruisselle hiérarchiquement. C'est-à-dire que si je prends soin de mes collaborateurs proches, et ça j'en suis convaincue, je m'en suis fait justement une philosophie, eux-mêmes vont aller bien, vont prendre soin de leurs collaborateurs proches qui sont en dessous d'eux, et finalement cette bienveillance va ruisseler jusqu'aux surveillants qui, du coup, se sentant considéré, se sentant bien dans ce qu'il fait, va bien prendre en charge la personne détenue. L'action, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est pas un but. C'est Madame la Présidente. Bonjour Valérie. Bonjour Nelly. Vous êtes directrice de la plus grande prison de Guadeloupe, après avoir dirigé celle de Nice et de Grenoble-Vars. Avant d'arriver à cette fonction, vous avez été DRH au centre pénitentiaire d'Avignon, directrice adjointe de la maison d'arrêt de Nîmes et directrice de détention de la prison de Saint-Quentin-Fallavier en Isère. Pour suivre cette voie, vous avez passé les concours pour entrer à l'École nationale de l'administration française. Et alors en poste, vous avez continué vos études avec un DU en astronomie et mécanique céleste à l'IRA et un autre en criminologie renforcée, psychiatrie criminelle, profilage et criminologie à l'Université de Toulouse. Et plus récemment, vous avez suivi un cursus à l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Vous êtes également secrétaire national FO, direction. Vous êtes quelqu'un de passionné, qui sortait d'ailleurs bientôt un livre témoignage de 20 ans de métier en tant que directrice des services pénitentiaires. Et je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Et pour démarrer, j'aurais aimé connaître votre vision du pouvoir. Alors merci pour cette belle question. C'est effectivement une question que je me suis souvent posée. Je me suis beaucoup interrogée sur la notion de pouvoir. Et finalement, je me dis que le pouvoir, c'est surtout un concept de liberté. Enfin moi vraiment, je le vis comme ça et je l'ai voulu comme ça pour exercer un pouvoir hiérarchique. C'est-à-dire me dire que finalement, être tout en haut, ça permet de se soustraire à une somme de pouvoirs individuels qui pourraient s'exercer sur moi. Le fait d'avoir qu'un seul chef finalement ou peu de chefs par rapport à la pyramide hiérarchique. Et ça, c'est important parce que finalement, c'est plus une vision du monde et le pouvoir permet de la mettre en pratique, en mots, en paroles, en actes, cette vision du monde. Et ça me paraît vraiment être important en termes de liberté, qui est vraiment la chose qui m'anime le plus. D'ailleurs, ça a un lien avec la prison qui est très clair. Et finalement, le pouvoir, c'est aussi, je trouve, l'autre face d'une éthique et d'une responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, si on le prend tout seul, et souvent d'ailleurs, c'est bien le problème, c'est qu'on exerce le pouvoir pour soi ou pour ce que ça peut nous apporter. Et ça, c'est une erreur, à mon avis, très forte. C'est-à-dire qu'en fait, ça doit rester un moyen, un peu comme l'argent. Sinon, on s'y brûle. Enfin, ça me fait penser un peu au Seigneur des Anneaux, vous savez, l'anneau de pouvoir. Enfin, voilà, le pouvoir, c'est vraiment un moyen et il faut avoir une éthique très forte, en fait, pour l'utiliser, notamment au service des autres, enfin, je crois, et de sa vision du monde, finalement. Donc, c'est vraiment un concept qui est au cœur de très belles images et de très belles choses à mettre en place. Alors, comment on la jauge, cette éthique ? Parce que c'est pas évident. Vous dites c'est justement une question d'éthique, selon comment on l'utilise. Alors, je crois qu'on l'a construit. Enfin, moi, c'est vraiment dans l'exercice de cette fonction de directrice de prison que petit à petit, j'avais pas la même vision au départ. Mais finalement, avec le temps, j'ai vraiment construit ça en expérimentant, en me trompant aussi, en faisant des erreurs et en me disant, et en me construisant vraiment cette question autour du pouvoir qui m'a animée longtemps. Et c'est pour ça que votre podcast, je trouve absolument génial dans le thème, le pouvoir au féminin, parce que c'est une vraie question. Alors, c'est vraiment une question en soi, sans parler de la femme. Le pouvoir, c'est déjà une question en soi. Et l'éthique, c'est vraiment se dire, peut-être l'envisager avec beaucoup d'humilité, finalement. Enfin, le pouvoir, c'est le contraire de l'humilité. Il y a beaucoup d'ego dans ça. Et je crois qu'en fait, il faut absolument développer et se mettre en question par rapport à sa propre humilité. Vous avez dit, j'ai appris, j'ai fait des expériences, je me suis trompée. Vous avez des exemples concrets qui ont fait basculer votre vision du pouvoir au fil de l'eau ?
Oui, alors en fait, quand je suis arrivée directrice, déjà, le plus difficile, c'est passer quand même d'être étudiant, avec une vision très transversale, enfin, aucun pouvoir hiérarchique sur personne, au fait d'arriver finalement directeur de détention, troisième d'un établissement pénitentiaire. Donc on a finalement que le chef d'établissement, l'adjoint et nous. Et il y a un pouvoir de décision qu'il faut arriver à mettre en place tout de suite et qui est quand même très difficile. Enfin, moi, au début, c'était peut-être la chose la plus difficile à construire. Pouvoir décider, se rendre compte que finalement, les décisions étaient appliquées. C'est une grande surprise de se dire, j'ai un exemple effectivement où, puisque c'est votre question, où par exemple, on avait eu un incident avec un détenu en détention et on m'a dit, madame, on fait quoi? On le met où? Est-ce qu'on le laisse sur l'étage parce qu'il est en train de taper, d'exciter tout le monde, de créer, un énorme tapage ou est-ce qu'on le met ailleurs? Et finalement, donc, j'avais décidé. Et ben c'était fait. Et là, j'avais eu vraiment cette grande surprise de me dire, mais attention à ce que tu décides, parce que finalement, ça a des conséquences concrètes. Ça devient une réalité. Et ça a été vraiment quelque chose de compliqué. Et c'est la même chose sur les autres, parce que il y a le pouvoir de décision sur les faits, mais il y a surtout le pouvoir de décision sur les autres. Et ça, dans les erreurs je trouve que j'ai beaucoup appris. Parce que finalement, le pouvoir hiérarchique nous transforme. Sur finalement la façon au début qu'on a peut-être un peu rigide, un peu autoritaire parce que finalement on se connaît pas et on applique un peu une recette de pouvoir telle qu'on la voit partout, à se dire attention, j'ai un impact sur les autres et surtout je ne peux pas me permettre de les abîmer, je ne peux pas me permettre finalement, il faut que je fasse une bonne utilisation de ce pouvoir, voilà. Et ça je l'ai rencontré souvent parce que finalement il y a beaucoup de malentendus dans les entretiens qu'on peut avoir des personnes, du recadrage, des sanctions disciplinaires qu'on peut prendre envers des agents notamment, hein. Et on se dit finalement qu'est-ce que j'ai envie de faire de ce pouvoir hiérarchique. Et maintenant, effectivement, il faut ça a demandé de la maturité, ça a demandé du temps de me dire ce que je voulais en faire. Et maintenant, je suis convaincue que je veux absolument en faire quelque chose de bien pour les autres. Alors, je vous avoue que je suis assez surprise de l'extérieur parce que je me dis, quelqu'un qui a vraiment voulu travailler en prison, parce que c'est votre cas, dans les centres pénitentiaires, parce que c'est votre cas, qui arrive à un poste de direction, parce que vous avez fait des études pour ça, de se rendre compte, mon pouvoir de décision a un poids, et de se rendre compte après les études. J'ai la sensation, et c'est une vie extérieure, et c'est pour ça que je suis intéressée à en discuter avec vous, que quand on devient directrice de prison, on sait qu'il y a des décisions qui vont pas être faciles à prendre. C'est quand même un rôle, je sais pas, moi je vois des galons en fait quand je suis directrice de prison. Et quand vous avez commencé ces études, comment vous voyez le rôle en fait ? Mais en fait, je crois qu'on mesure pas vraiment ni ce qu'est la prison d'ailleurs quand on fait des études. Alors moi, j'y suis allée vraiment à petits pas. C'est-à-dire que je savais que la prison allait être quelque chose quand même d'assez compliqué. Donc j'avais déjà commencé à donner des cours en prison en tant qu'étudiante. Okay. Donc j'y suis rentrée. C'était à Grenoble-Vars d'ailleurs. Donc des cours de voyage, des cours de soutien scolaire, des cours de théâtre. Et vraiment, je m'étais dit déjà rentre-y une fois par semaine pour voir si tu supportes le milieu, voir si c'est quelque chose qui peut te plaire. Et puis, vu que ça m'a plu, après, j'ai fait des stages où j'y suis restée plus longtemps. Et puis après, petit à petit, comme ça, d'abord, je me suis vraiment interrogée sur est-ce que tu seras capable de rentrer dans ce milieu ? Mais finalement, le milieu, on l'appréhende vraiment qu'une fois qu'on y est. Et le positionnement de directeur, on peut pas l'avoir avant, y compris pendant les études, y compris pendant la formation qu'on peut avoir à l'ENAP, où finalement, on a une vision très hiérarchisée, parce que c'est comme ça qu'on nous le présente. Il y a cette notion d'obéissance hiérarchique, il y a un fonctionnement vertical. On vous dit que vous êtes tout en haut, donc quelque part, c'est sans cette humilité dont je parlais tout à l'heure. Et quand vous vous retrouvez plongé dans le grand bain, quand vous avez des équipes d'officiers, de gradés, qui sont tous des hommes, des détenus, et finalement vous êtes confrontés en direct à toute cette difficulté, parce que c'est quand même un milieu très difficile, très contraint, très fermé, qui est très méconnu quand on est à l'extérieur, et en fait on fait un saut, quoi. On plonge dans le bain, et finalement on construit qui on veut être en tant que directeur. Je crois pas qu'être directeur ce soit inné, directrice c'est pas inné, mais ça serait pareil pour un homme. Je crois que ça se construit, et c'est un positionnement, mais comme être surveillant. On peut pas arriver et connaître déjà qui on est dans cette fonction. Il faut qu'on le construise. Et je crois que ça prend beaucoup de temps. Et puis ça prend d'autant plus de temps qu'en tant que chef d'établissement, on n'a encore pas le même positionnement qu'en tant qu'adjoint, qu'en tant que directeur de détention. En tant que chef d'établissement, on est vraiment tout en haut de la pyramide. Et du coup, là, on expérimente vraiment l'abîme du pouvoir de décision et le pouvoir hiérarchique. C'est quoi qui vous a attiré dans les prisons ? Parce que vous avez commencé en tant qu'étudiante pour voir si ça vous convenait, etc. Donc, surtout, je vous avoue, je trouve ça assez original parce que tout début, vous m'avez dit le pouvoir, c'est la liberté. Et c'est vrai que quand on est directrice de prison, je me suis dit c'est intéressant comme antagonisme, entre guillemets. Du coup, qu'est-ce qui vous a intéressé dans les prisons ?
En fait, finalement, par rapport à la liberté, qui est quand même, à mon avis, le mot le plus puissant et le plus beau de cette terre et de ce monde, c'est de dire que je suis allée rechercher cette liberté, l'endroit où elle était la plus rare. La plus contrainte, oui. Et finalement, essayer de remettre de la liberté là où il n'y en avait pas beaucoup. Et ça, je trouve que c'est une belle dialectique et un défi, en tout cas, parce que moi, les défis, j'aime bien, et un défi assez énorme. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans nos prisons. Alors, dans les prisons... alors, il y a deux choses. Il y a d'abord le fait de vouloir être directrice de prison en tant que fonctionnaire. Ça, c'est vraiment sur le côté sécurité de l'emploi, volonté d'une indépendance en tant que femme. Ça, vraiment, pour moi, c'était très important d'avoir un métier, en fait, qui me permette d'avoir de quoi vivre avec des enfants seuls, sans dépendre d'un homme. Ça, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Et pourquoi les prisons ? Parce que, comme je disais, en fait, j'ai beaucoup côtoyé quand même. D'abord, j'ai une empathie naturelle très forte. Je crois qu'il y a vraiment ce versant social qui m'a beaucoup plu au départ. Au départ, c'était pas les prisons, c'était vraiment les personnes en difficulté. C'est de me dire, lors des vendanges, par exemple, toutes les années, je faisais les vendanges, je côtoyais des gens, en fait, brisés par la vie, cabossés, saisonniers, précaires. Et finalement, je les trouvais extrêmement intéressants dans leur histoire de vie, leur trajectoire de vie. Et je trouvais que souvent, il y avait une très grande force chez eux. Et puis, parfois, des statuts de victimes aussi. C'est-à-dire qu'on retrouve aussi cette convergence entre la difficulté sociale, professionnelle, intellectuelle, un peu toutes ces sortes de misères, et aussi des trajectoires de victimes. Et du coup, j'ai beaucoup... en fait, j'ai pas vu les personnes en difficulté du tout comme on peut le voir parfois en prison, comme des méchants ou des gens qui vont être mauvais. Vous voyez, il y a quand même cette assimilation très facile, à mon avis très fausse, de confondre en fait une personne et un acte. Et un acte qui est parfois terrible, parce que les délits, les crimes qui sont commis, c'est absolument terrible, mais je ne confonds pas les deux. Et donc du coup, j'ai vraiment voulu travailler dans le social et avec ces personnes en difficulté. J'ai été animatrice de quartier aussi, quand j'avais 17 ans, à Villeneuve, qui est quand même un quartier de Grenoble, qui est quand même un vrai quartier délinquants, criminogènes. Et je m'occupais des jeunes qui étaient dans la rue, d'ailleurs, tout l'été, pour leur trouver des choses à faire, pour justement ne pas les laisser désœuvrer et tomber dans la délinquance. Et en fait, ce qui me plaît, c'est ce public. Alors, je suis vraiment rentrée dans les prisons d'abord pour les personnes détenues, pour le public détenu, et pour essayer en me disant, autant que ce soit moi qui m'en occupe, finalement. Et au lieu d'aller dans une association de droits de l'homme, où finalement, des fois, on conteste, on critique, je me suis dit, autant le faire toi, finalement. Autant t'en occuper toi, en ayant justement ce pouvoir sur leur vie, sur la réalité, sur les conditions de détention. Ok. Comment est-ce qu'on fait pour mettre de la liberté en prison, alors ? Alors, en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire en prison. Alors, c'est très méconnu. Alors, effectivement, la prison, c'est un milieu compliqué, évidemment, violent, beaucoup de promiscuité. Il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Mais moi, je me suis rendu compte en tant que directrice, et en fait, tous ceux qui travaillent en prison le vivent, je crois, au quotidien, c'est qu'on peut faire plein de choses. On a quand même une marge de manœuvre. On peut ouvrir la prison à plein de partenaires, d'associations. Moi, je sais que, par exemple, j'adore Lire pour en sortir, qui est une association de réinsertion par la lecture et l'écriture. Donc, je leur ouvre les portes. Ils viennent faire des rencontres d'auteurs, ils viennent faire des conférences. L'art aussi. Il y a un artiste, C215, qui est venu dans toutes les prisons que j'ai dirigées faire des fresques sur les murs parce que je trouve que c'est chouette d'ouvrir la prison. Et ça, c'est vraiment une conception de direction qui vise, parce que bien sûr, on est assujetti avec des lois, des règlements, des circulaires, et évidemment qu'on a tout un corpus très contraignant, mais je me rends compte que finalement, on a quand même une énorme marge de manœuvre, de pouvoir dire qui rentre déjà, qui sort, qu'est-ce qu'on a envie de faire, sur quoi on a envie de passer du temps. Je sais que vous aimez la dialectique des femmes, mais par exemple, nous, sur Grenoble, on avait fait un énorme projet sur l'égalité homme-femme, qui avait pris 3 années, d'ailleurs, avec l'université. On a fait venir plein de chercheurs, d'universitaires, d'étudiants. En fait, la prison est devenue un vrai laboratoire sur l'égalité homme-femme. Donc tout ça, c'est quelque chose qui nous appartient. Et puis la liberté aussi d'écouter les personnes détenues. Par exemple, rencontrer les personnes détenues pour leur demander si elles ont des idées, des projets pour la détention, sur ce qui leur cause le plus de difficultés, comme le faire avec le personnel. On n'a pas du tout parlé du personnel, mais évidemment, tout ça, le mode managérial qu'on met en place, est-ce qu'on reste dans cette verticalité ou est-ce qu'on veut aller justement vers une intelligence collective ? Tout ça, c'est des choses qui sont à notre main et qui rendent les choses passionnantes. Alors, les prisons sont rattachées au ministère de la Justice. Du coup, je le précise pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup, alors c'est ni l'armée ni la police, mais par contre, du coup, en effet, vous disiez, il y a quand même quelque chose de très hiérarchique, très descendant dans le rapport au management, mais qui va aussi avec les magistrats on applique les lois, etc. Vous dites, on n'est pas obligé d'appliquer ça. Alors vous, comment est-ce que vous avez vécu ce management que j'imagine au début plutôt hiérarchique et comment vous le vivez aujourd'hui ? Comment vous l'appliquez ? Avec les surveillants, du coup, et avec, vous avez dit tout à l'heure, on se retrouve face à des officiers. Donc, je vous ai vu là toute seule face à une bande d'officiers en uniforme. Voilà, comment est-ce que vous avez mis en place votre management aujourd'hui au vu des marges de manœuvre qui vous sont laissées, évidemment, par le ministère de la Justice ?
Alors, vous avez raison, il y a un pouvoir hiérarchique fort qui est inscrit dans le code de déontologie, qui nous régit, et qui est aussi très clair, parce que par exemple, moi, dans les prises de fonction en tant que chef d'établissement, il y a une cérémonie d'installation, donc en uniforme, et la formule, c'est vraiment, vous la reconnaîtrez comme votre chef, et vous lui obéirez en tout ce qu'elle vous commande. Enfin, je veux dire, ça, Ah oui, quand on même. peut pas faire mieux que ça. Évidemment, la réalité est pas la même. Je dirais qu'en fait, ce pouvoir hiérarchique fort, moi, je trouve qu'il est extrêmement intéressant parce qu'il me permet justement de mettre en place une souplesse, et moi je suis vraiment allée vers ça, et j'y crois beaucoup. Une souplesse managériale maintenant très importante, c'est-à-dire que je crois en l'intelligence collective, je crois en l'adhésion par les personnels, je crois qu'en fait tout seul on n'est pas grand-chose, voire on n'est rien, et qu'on a absolument besoin des équipes pour exister. Je prends l'exemple, je prends une note de service, si elle est appliquée par personne, elle ne servira à rien. Par contre, si on a un projet commun qui est appliqué par tout le monde, même s'il est un peu moins bon que son projet qu'on aurait pris seul, eh ben, il est bien meilleur et il a beaucoup plus d'impact sur la réalité. Donc moi, maintenant, vraiment, je fonctionne beaucoup par groupe de travail, je fonctionne beaucoup avec les équipes, je fonctionne dans le dialogue, dans la communication. Il m'est arrivé souvent, d'ailleurs, de renoncer à des projets personnels parce que je me rends compte que ça passe pas, ou bien que, parce que finalement, je me rends compte qu'on n'a pas toujours raison, et que le fait de confronter ces idées avec les autres me permet quand même de trouver la meilleure option et la meilleure solution. Et je crois beaucoup au bon sens, en fait, et que c'est la discussion qui permet le bon sens. Donc, en fait, cette complémentarité de l'autorité hiérarchique et du management vraiment transversal que je mets en place maintenant, et qui me plaît beaucoup d'ailleurs. Moi, j'adore le management, j'adore la gestion d'équipe, parce que finalement, les deux sont très complémentaires. Je peux ouvrir le dialogue, pourquoi ? Parce qu'à la fin, on ne sera pas sur un blocage, parce que le pouvoir hiérarchique me permettra de trancher, de décider. C'est-à-dire qu'on ne sera pas sur des discussions qui dureront, qui n'en finiront pas, qui ne permettront pas de trancher. Et parce qu'il y a des institutions comme ça qui n'ont pas ce pouvoir hiérarchique et finalement qui sont vite bloquées. Nous, on n'est pas bloqués parce que justement, il y a ça. Et qu'à la fin, je mets d'autant plus d'intensité finalement dans ces discussions que je sais qu'à la fin, ça va me nourrir, ça va m'enrichir et ça va me permettre de décider du mieux possible finalement. Parce que souvent, il y a comme des décisions où on décide entre une décision qui est pas terrible et une décision qui est pas terrible. Donc, c'est très dur de décider. Et donc, le fait de le faire avec mes équipes, ou même l'équipe de direction que je vois tous les soirs, enfin, toutes les équipes, d'ailleurs, même les syndicats qui sont très riches pour nous et qui nous apportent beaucoup aussi en matière, me permet quand même de me dire, essaye de trouver la meilleure des solutions et des décisions. Comment est-ce qu'on gagne en légitimité, du coup, en étant plus transversal, plus ouvert, en changeant d'avis, quand on est dans un milieu extrêmement autoritaire ? Eh ben, je crois qu'en fait, moi, ça fait le 3e établissement que je dirige, et je me rends compte que c'est une recette qui marche partout. Pourquoi ? Parce que les gens attendent ça. Je crois qu'en fait, tout le monde, mais nous compris, on attend d'être acteur de quelque chose. En fait, on est bien dans ce qu'on fait quand on a un pouvoir sur le réel, de transformation du réel. Je crois pas qu'en fait, on puisse être bien sans avoir cette marge de manœuvre-là qui donne du sens à ce qu'on fait. Et moi, je le vois tous les jours, alors notamment en Guadeloupe où je suis, où les personnels sont tous très anciens, très expérimentés. Et donc, ils sont capables de faire. Je trouve que le pouvoir hiérarchique a quand même cet inconvénient-là d'être très vite infantilisant. Et très vite régressif. Et pouvoir aussi très vite générer des comportements, vous voyez, de résistance ou de refus, de rejet. Alors que finalement, moi, ce que je mets en place, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est beaucoup mieux accepté. Et qui, même en prison... Alors, évidemment, le pouvoir hiérarchique, je ne vous l'ai pas dit, mais il est absolument nécessaire, notamment en cas de crise, d'incident. Bien sûr qu'il faut, à un moment donné, qui est savoir qui décide. Pour pas que ce soit n'importe quoi. Parce qu'on gère quand même des grosses crises en prison. Mais dans le quotidien, parce que finalement c'est le quotidien le plus important, je trouve que cette horizontalité-là crée beaucoup de liens entre les gens, entre les services, avec les services partenaires, entre les équipes, transcende un peu les grades. Et finalement, cet aspect transgressif par rapport au pouvoir vertical, je trouve que il est très très bien accepté. Et il est même attendu, je dirais, que chacun ait une place et un rôle et soit pas considéré simplement comme un exécutant. J'imagine que tous vos prédécesseurs n'ont pas forcément pensé comme vous, à part si vous me dites que tous les directeurs de prison ne sont pas forcément dans la verticalité. La question que je me pose, c'est vous, quand vous arrivez, vous mettez ça en place, comment ça passe ? Parce que c'est pas évident quand on passe d'une verticalité à plus d'horizontalité, parce qu'évidemment, il y a toujours une verticalité, mais... En fait, chaque chef d'établissement, quand on arrive quelque part, c'est vrai qu'il faut d'abord faire le diagnostic de la structure, voir un peu l'état de l'établissement. En fait, chaque prison est unique. Alors, chaque prison est unique, chaque histoire est unique. Et par exemple, là, moi, je suis en Guadeloupe sur un territoire particulier, mais même, l'ancienneté de la prison, l'âge de la prison, les incidents qu'on puisse dérouler, tout ça la rend unique. Et je crois qu'en fait, moi, je prends beaucoup de temps au début pour écouter justement tout le monde et pour me faire une idée du diagnostic et pour savoir ce sur quoi il va falloir qu'on travaille tous collectivement. En fait, je crois que la verticalité, ça appartient peut-être à un moment donné à un autre temps.
voyez, quand on applique la verticalité trop souvent, et puis on se perd un petit peu dans ça. On est souvent en haut tout seul. Et puis c'est pour ça qu'on parle beaucoup, je trouve, de solitude des dirigeants. Moi, c'est quelque chose que j'ai rarement expérimenté, cette solitude du dirigeant, parce que finalement, je me retrouve complètement... Enfin, si j'ai une difficulté, j'ai qu'à demander, finalement, et à discuter, à échanger. Donc non, comme je vous disais, je pense que c'est très bien vécu. Alors, par contre, ça peut être un peu dérouté, mais finalement, c'est ce que l'humain, je pense, attend ça. En tout cas, moi, j'attends ça et je me dis que les autres, certainement, étant conçus comme moi, attendent sans doute la même chose. Et moi, j'apprécie beaucoup d'avoir un chef qui me laisse de la liberté, de la marge de manœuvre, qui ne m'assomme pas sous des directives, voilà, qui me laisse en fait la possibilité de faire mes preuves aussi, tout simplement. Ok. C'est toujours la liberté, finalement. Alors, la prison, c'est un milieu un peu différent par rapport à toute autre organisation qu'on a pu voir, pour une raison simple, c'est que même la personne qui finalement est au plus bas niveau de l'échelle hiérarchique a autorité sur les détenus. Donc, il y a toujours un niveau d'autorité. Comment est-ce que vous accompagnez ce rapport au pouvoir et à l'éthique à tous les niveaux de votre hiérarchie, du coup ? Alors moi, je crois beaucoup à la force du modèle. Okay. Donc d'abord, et c'est ça en fait qui fait que d'ailleurs avoir un pouvoir hiérarchique, c'est d'abord une très grande responsabilité. Ça, c'est très connu comme formule, mais c'est très vrai. C'est-à-dire qu'il faut d'abord montrer l'exemple. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas se contenter de dire aux gens comment ils doivent faire et quelle éthique ils doivent appliquer. Moi, je crois beaucoup au fait que il faut qu'ils voient comment nous, on fait. Par exemple, le droit à l'erreur, simplement. Le droit de se tromper, le droit de pouvoir avancer, de pouvoir créer, de pouvoir... Justement, on parlait beaucoup du management transversal. Le fait de montrer l'intérêt et la primauté du lien avec les personnes et finalement de l'humanité qu'on a envie de mettre dans la relation, moi, j'ai l'impression que, vous savez, ça ruisselle hiérarchiquement. C'est-à-dire que si je prends soin de mes collaborateurs proches, et ça, j'en suis convaincue, je m'en suis fait justement une philosophie, eux-mêmes vont aller bien, vont prendre soin de leurs collaborateurs proches qui sont en dessous d'eux, et finalement, cette bienveillance va ruisseler jusqu'au surveillant qui, du coup, se sentant considéré, se sentant bien dans ce qu'il fait, va bien prendre en charge la personne détenue. Et finalement, je trouve que plus je suis montée finalement en grade, et plus je me suis dit que je ne pouvais pas prendre en charge les personnes détenues, moi, parce qu'évidemment, là, par exemple, j'ai un établissement de 750 personnes détenues, ce sont les surveillants qui sont en contact direct avec les personnes détenues toute la journée, c'est pas moi, mais je trouve que l'impact que je peux avoir, c'est ça. C'est de finalement dire à tout le monde, et puis je communique beaucoup sur les droits fondamentaux. C'est-à-dire que pour moi, c'est un non négociable. C'est-à-dire qu'on appliquera les droits fondamentaux quoi qu'il arrive. Comme d'ailleurs, j'assure le soutien à mon personnel quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça que je parlais un peu de droit à l'erreur. C'est-à-dire que le personnel qui va à un moment donné rester dans une relation d'autorité, bien sûr, parce qu'il a autorité sur la personne détenue. Mais voilà, tout est une question d'équilibre toujours, mais va peut-être pas assez pour moi prendre en compte les droits ou l'humain. Et ben voilà, on va discuter, on va échanger. Je vais lui demander avec douceur de rectifier son positionnement. Et puis beaucoup communiquer sur le code de déontologie. Dans les pénitentiaires, on a un code de déontologie qui est très fort, qui réaffirme cette prévalence et cette importance qu'on doit donner aux droits fondamentaux. Donc moi, je m'appuie beaucoup là-dessus. Sur les valeurs, en fait. En fait, c'est un management des valeurs. C'est-à-dire que dans tous mes discours, dans les discours que je peux faire dans des événements, mais aussi au quotidien, dans tous les rapports que j'anime, les rapports de détention, en fait, je brandis mes valeurs. Et j'en fais vraiment un leitmotiv. C'est quoi vos valeurs, du coup ? Ou les valeurs du code de déontologie, je ne sais pas. C'est le respect des personnes détenues, c'est l'exemplarité, c'est le surveillant, comme tous les pénitentiaires doivent montrer l'exemple dans ce qu'ils sont, la solidarité. Évidemment, proscrire la violence. Alors, c'est pas facile dans un milieu qui est aussi violent et qui finalement est constitué que de rapports de force. Mais finalement, on doit être un petit peu la lumière, dans tout ça. Et puis se dire que c'est pas parce qu'en face de nous, on a des gens violents, qui ont parfois aucune règle ou qui ont parfois beaucoup de mal avec l'autorité et tout, etc., qu'on doit agir comme eux ou réagir comme eux. Ça, c'est proscrit. Il faut vraiment montrer l'exemple. Et c'est aussi, ça, c'est le surveillant vis-à-vis de la personne détenue, mais moi je crois beaucoup aussi au chef vis-à-vis de son subordonné. Il faut aussi être là-dedans. Vous voulez dire les responsables des surveillants, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok, que vous accompagnez également. Parce que du coup, il y a combien de grades en fait ? Il y a vous, ensuite il y a, on imagine l'équivalent d'un CODIR, un comité de direction, j'imagine. Vous avez parlé de DRH, de directrice de détention, j'imagine que c'est un peu vos directeurs proches. C'est ça. Alors là, par exemple, sur BMAO, moi je suis chef d'établissement, chef de structure, mais après on est 6 dans la direction. Donc j'ai un directeur technique, un directeur adjoint, une DRH, une directrice de détention, une attachée. Ensuite, on a des officiers. Donc on a des commandants, on a des lieutenants, on a des capitaines. Donc là, on est vraiment sur le niveau encadrement supérieur de détention, avec un chef de détention, un adjoint chef de détention. Et donc là, les directeurs sont en civil.
À partir de ce niveau-là, on est sur de l'uniforme. Et après, vous avez des brigadiers chefs, donc les anciens premiers surveillants, qui sont des encadrants directs d'équipe. Après, vous avez les brigadiers, les surveillants. En fait, il y a quand même les majors. Vous avez pas mal de... Il y a beaucoup de grades. Il y a beaucoup de grades. Et puis, il y a aussi, dans les pénitentiaires, des personnes administratives, des personnes techniques. Enfin, en fait, c'est un peu un petit monde, voilà. Oui, donc quand vous dites qu'il y a un problème avec un surveillant et vous le recadrez, en fait, c'est pas vous. C'est tout le niveau hiérarchique qui doit recadrer. Parce que vous, à votre niveau, vous pouvez pas aller... Enfin, vous n'allez pas directement au niveau des surveillants, si? Eh ben, en fait, oui, bien sûr, il y a le grade intermédiaire qui intervient, le grade d'officier qui intervient, mais si jamais il y a des difficultés trop graves, je pense notamment si jamais, et ça arrive peu, mais il y a des violences commises sur des détenus, dans ces cas-là, on reprend la main au niveau de la direction, il y a un entretien avec la personne, et après, il peut y avoir des poursuites disciplinaires, bien sûr, selon les situations. Ok, très bien. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, parmi les surveillants, il y a aujourd'hui 30% de femmes, je crois, ou je me trompe. Enfin, il y a des femmes, en tout cas, les femmes peuvent surveiller les prisons d'hommes. Les hommes ne peuvent pas surveiller les prisons de femmes, mais les femmes peuvent surveiller les prisons d'hommes. Ça s'explique aussi que 97% des détenus sont des hommes et 3% sont des femmes, donc c'est plus facile de mettre que des femmes avec des femmes. Mais plus largement, les femmes sont aussi dans des prisons d'hommes. Moi, ce que je me demandais, c'est depuis les années 90, c'est ça, qu'il y a des femmes qui sont... À peu près, oui. Je ne connais pas la date exacte. Mais... Comment ça se passe? Parce qu'on le voit de façon générale dans les organisations, quand des femmes entrent dans des milieux d'hommes, c'est un peu hostile. Enfin, concrètement, c'est là où il y a du sexisme, plus ou moins ordinaire, plus ou moins violent. Donc, comment ça se passe pour les surveillantes et les officières et tous les brigadières, enfin, tout ce que vous m'avez dit comme grade, j'imagine qu'il y en a à tous les grades. C'est ça. Pour justement assurer le respect de chacun aussi dans les valeurs que vous avez dit, puis que les femmes se sentent au même niveau que les hommes. Est-ce que c'est quelque chose qui existe ou pas? Est-ce que finalement l'uniforme facilite? Je ne sais pas. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez vu vis-à-vis de ça dans le milieu pénitentiaire? Alors moi, quand je suis arrivée en prison, c'était en 2004, il y avait déjà des femmes dans les détentions d'hommes. Mais j'ai pu discuter avec pas mal de femmes, et notamment sur Nice, où il y avait, ou sur Bemao également, où il y avait des femmes qui m'ont raconté, j'ai trouvé ça passionnant, leur premier pas dans les milieux de détention hommes. Vis-à-vis des personnes détenues, mais aussi vis-à-vis de leurs collègues masculins. Oui. Alors au début, ça a été très dur. Ça a été très dur de ce qu'elles m'ont raconté. Parce que finalement, c'est un milieu... effectivement très masculin, dominé par des rapports de force, dominé par un petit peu quelque chose où finalement tout le monde avait envie, je pense, de préserver les femmes de ce milieu-là, parce que la prison, c'était pas fréquentable en fait pour les femmes. Et puis, avec cette notion peut-être de dire que toutes les relations devaient être basées sur la force, en fait, sur des rapports de force. Les femmes, en arrivant, je pense qu'elles ont vraiment... elles ont été des pionnières, des aventurières, je dirais, en rentrant, et ça n'a pas été facile pour elles. Maintenant, moi, quand je suis arrivée, il y en a beaucoup, c'est quelque chose qui s'est bien normalisé. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est très peu connu, mais un surveillant sur une cour civile, il n'a pas d'arme. Il gère des fois jusqu'à 100 personnes détenues sans aucune arme. Tout ce qu'il a, c'est la parole, finalement. Il est tout seul, il n'a pas d'arme, il a ses clés, et il a la parole. Donc finalement, que ce soit un homme ou une femme, ça nécessite pas des muscles, ça nécessite pas grand-chose. Et finalement, on s'est rendu compte, moi je trouve que les personnes détenues ont une autre approche des femmes. Ils vont pas chercher le conflit. Il n'y a pas de combat de coq, je dirais. Il n'y a pas cette notion-là. Donc, ils vont être des fois plus prévenants. Et puis, les femmes ont aussi une autre approche. Je crois que les femmes sont souvent mères. Peut-être ont une empathie. Je sais pas. Après, j'aime pas les clichés parce que j'aime pas faire entrer des gens dans des cases. Mais il y a peut-être quand même une empathie et une relation qui est tout autre vis-à-vis des personnes. Et tout ça, ça a quand même, à mon avis, contribué à une très grande évolution de la pénitentiaire, à une grande évolution du milieu. Et on s'est rendu compte d'ailleurs que c'était complètement normalisé quand les femmes ont commencé à être l'objet d'agressions comme les hommes. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'au début, il y a eu vraiment ce truc de sont des femmes, donc on fait très attention. Mais finalement, moi, j'ai été confrontée plusieurs fois à des femmes qui font aussi l'objet d'agressions. Et là, on se rend compte du coup d'une totale normalisation parce que finalement, elles sont aussi exposées que les hommes. Même si, moi, je trouve que dans la relation, les femmes ont une façon de faire bien à elles et qui fait beaucoup de bien en détention. C'est intéressant de dire que finalement, c'est quand elles ont été agressées que ça a été normalisé. Donc, en fait, au début, elles ne l'étaient pas. Et oui, finalement, en fait, un homme voit une femme quand même différemment. On ne peut pas enlever le genre dans la relation. Oui, c'est vrai. Mais le dernier métier qui a été autorisé aux femmes, c'est de travailler dans les sous-marins en 2005. Donc, c'est relativement récent. Et ça a été autorisé parce que, en fait, c'était dangereux pour une femme d'être dans un sous-marin. Donc, c'est vrai qu'on voit plus l'agression que la non-agression. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui dans les sous-marins, surtout que c'était il y a 20 ans, 2005. Mais donc, du coup, c'est intéressant dans votre cas de dire que finalement, aujourd'hui, c'est normalisé puisque tout le monde se fait agresser. Enfin, il n'y a pas de différenciation, en tout cas, de la part des détenus. Comment ça se passe au niveau des surveillants entre eux, en fait? Moi, je me pose la question de la bonne insertion des femmes dans les équipes, sachant qu'il y a quand même plus d'hommes aujourd'hui qui travaillent dans les prisons que de femmes.
Alors, il y a encore, je dirais, un petit peu des missions genrées, c'est-à-dire qu'effectivement, les femmes vont aller peut-être plus vers des métiers administratifs, ou enfin des fonctions administratives, notamment en prenant un petit peu d'âge. Ou, par exemple, je pense à des forces d'intervention. Nous, on a des ERIS dans la pénitentiaire qui sont des forces d'intervention de type GIGN RAID. Il y a peut-être moins de femmes. Moi, j'ai une équipe locale de sécurité pénitentiaire sur BMAO, mais il y a quelques femmes. Alors évidemment, c'est pas du tout une majorité, elles sont pas nombreuses, mais il y a quand même des femmes qui, petit à petit, et ça montre que l'évolution continue à se poursuivre, rentrent dans ce type d'emploi. J'ai aussi une brigade QIQDUDV, alors je traduis pour vous, mais quartier d'isolement, quartier disciplinaire, on a beaucoup de sigles, une sémantique très particulière, je suis désolée. Donc quartier d'isolement, quartier disciplinaire et unité pour détenus violents, qui est quand même un des endroits de détention où il y a le plus de probabilité de prendre en charge des personnes détenues avec des profils violents, compliqués, et d'aller justement au rapport de force et à la force physique. Et il y a aussi des femmes. Donc finalement, je trouve que alors c'est pas évidemment, je dirais, c'est comme moi, si on me demandait d'aller dans ces unités-là, j'aurais pas du tout envie, parce que finalement, on n'a pas la carrure, on n'a pas envie de se blesser, on n'a pas, mais la technicité, je trouve, prend quand même maintenant beaucoup de place. La technicité avec l'arme, la technicité, les maîtrises opérationnelles, les gestes professionnels prennent beaucoup de place. Et je trouve de moins en moins, finalement, on compte simplement sur les muscles. Et ça, c'est bien. Et ça montre que les femmes un peu irriguent maintenant des endroits, comme vous dites, des sous-marins ou la haute montagne. Moi, j'ai l'exemple du PGHM en tête. Enfin voilà, des endroits où elles continuent à progresser. Et justement, vous parlez de rapport de force, de force physique. Je parle plus que de rapport de force. Je me pose aussi quand même la question, parce que vous l'avez dit du coup, que donc on est dans un modèle très hiérarchique, très vertical. Vous avez dit au tout début, on annonce comme chef et commande. Enfin, je sais plus exactement les termes, mais c'est assez fort. Très souvent, dans les milieux où il y a peu de femmes, les femmes prennent les codes des hommes au début, parce qu'en fait, manque de choix, et puis besoin de se faire reconnaître, d'autorité, etc. Comment ça se passe vis-à-vis de ça? Parce que vous dites, les femmes ont plus d'empathie, sont différentes. Donc, est-ce que finalement, ces codes masculins de la virilité, de l'autorité sont autant pris par les femmes, ou est-ce qu'il y a une contrepartie, de ce que vous observez en fait? Alors oui, sans mettre des gens dans les cases, mais je me pose la question du contre-pied de l'autorité en fait. Alors c'est une question qui est passionnante, je trouve, parce qu'effectivement, la tentation quand même des femmes dans des milieux masculins, mais que ce soit d'ailleurs dans les sphères du pouvoir ou dans des métiers comme le métier de surveillant, c'est d'imiter les hommes. Et ça, je pense que ça a été certainement le cas à un moment donné, mais je crois que ça marche pas. Ça marche pas parce que justement, la femme qui va imiter l'homme va rentrer dans ce rapport de force, mais n'aura pas les moyens de se défendre. Donc en fait, c'est pas la bonne idée. Je dirais que c'est pas la bonne idée. Je crois que au contraire, alors il y a l'influence des hommes sur les femmes parce que les femmes rentrent en minorité dans ces milieux, mais il y a beaucoup d'influence des femmes sur les hommes. Enfin, moi, j'ai envie de prendre le problème à l'inverse et de dire que moi, je vois beaucoup évoluer la façon de se comporter en détention parce que les femmes y apportent quelque chose en termes de dialogue, en termes de patience, en termes de pédagogie, en termes d'humanité. Enfin, moi, je crois qu'au contraire, les hommes... les femmes déteignent sur les hommes et que les hommes empruntent aussi des manières de faire. La communication non violente, nous, on prône beaucoup ça dans le milieu pénitentiaire. Je crois que les femmes en sont parfois un bel exemple, comme les hommes, parce que effectivement. Et moi, je sais que dans ma pratique de la direction, la pratique du pouvoir qui, à un moment donné, pouvait être confondue avec la virilité. Et d'ailleurs, c'est une erreur. Enfin voilà, et vous avez raison de dire que c'est souvent le cas. Moi, je crois que c'est tout à fait dommage et je veux surtout pas tomber là-dedans. Et au contraire, moi, j'assume très bien ma féminité. Je crois qu'au contraire, il faut rester dans une féminité assumée, assumer son empathie, assumer, comme je vous dis, ces valeurs d'humanité, assumer le fait d'être pas que dans du vertical ou de la hiérarchie pure, parce que finalement, c'est pas ce qu'on est et c'est pas ce qu'on a envie d'apporter dans ces milieux-là. On a parlé d'uniforme tout à l'heure. Ça fait quoi de porter un uniforme? Alors, au début, c'est très étrange. Alors, ma vision a complètement évolué. Alors, je crois que, j'ai quand même beaucoup évolué en 20 ans sur plein de choses. Au début, c'était bizarre. J'avais pas trop envie, effectivement, d'être en civil. Ça me convenait très bien. Maintenant, j'ai complètement changé. Alors, d'abord parce que maintenant, je fais beaucoup de cérémonies en uniforme. Je le porte très souvent. Et je dirais que plus je l'ai porté et plus j'aime le porter. Et plus même j'aurais envie d'ailleurs d'avoir un uniforme au quotidien. Parce que je me dis que finalement, un uniforme au quotidien, ça me rapprocherait de mes équipes dans le sens où du coup, le grade... c'est d'abord une facilité qui m'éviterait d'avoir une garde-robe de directrice au quotidien. Mais en plus, c'est afficher quand même quelque chose de l'ordre de l'appartenance. Et c'est un très beau symbole d'appartenance que moi, je situe vraiment au niveau de la République, clairement.
C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression, en mettant mon uniforme, que j'appartiens... Je parle pas d'État, je parle vraiment de la République. Et que j'ai envie de porter ces valeurs que je partage complètement. Et c'est quand même une grande responsabilité d'avoir un uniforme. Enfin, c'est pour les surveillants et pour tous ceux qui le portent, c'est dire que finalement, on n'est pas que soi et qu'on a une fonction qui nous dépasse. On a un rôle qui nous dépasse et c'est quand même énorme de se dire ça. Et finalement, c'est porter l'uniforme, je trouve, qui est le plus représentatif de ça. Donc j'adore porter mon uniforme aujourd'hui. En plus, il est blanc, c'est un uniforme d'outre-mer qui est magnifique et que j'aime encore plus porter, qui représente des territoires lointains. Ok, très bien. Je vais revenir au tout début, puisque vous l'avez dit brièvement. Vous êtes la première directrice femme de BMAO. Comment ça s'est passé du coup ? Est-ce qu'il y a eu des échos ? Est-ce qu'on a dit c'est une femme ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose sur le fait que vous soyez une femme ou c'est passé très discrètement ? Alors moi, d'abord, quand j'ai su ça avant ma prise de poste, c'est quelque chose qui d'ailleurs a compté dans mon choix de candidature. Ok. Parce que vraiment, je me suis dit, waouh, on peut encore faire des premières au XXIe siècle. Enfin, moi, je pensais que tout ça était derrière nous depuis longtemps, mais non, finalement. Et ça m'intéressait en fait de faire partie quand même de cette marche de l'histoire. C'est quelque chose qui est vraiment, j'en étais très honorée de me dire ne te rate pas sur ça. Enfin, ça m'a mis un défi supplémentaire à relever pour les femmes en fait. Et au début, oui. Alors j'ai senti d'abord beaucoup de bienveillance et d'attention à mon égard. Je sais pas si un homme aurait eu les mêmes, mais je suis pas sûre. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, mon bureau a été refait, on m'a commandé une voiture qui était belle, on a repeint mon logement de fonction. Enfin, j'ai senti énormément de bienveillance, comme si finalement, vu que j'étais une femme, je pouvais pas, être dans ces conditions-là. Et ça, c'était quand même, ça m'a énormément touchée, cet accueil des personnels de BMAO à mon égard et en plus, des surveillantes qui très spontanément sont venues me voir et m'ont dit « Madame, enfin, comme si on va être représenté. On sera plus invisible. Enfin voilà, on va pouvoir être représenté à tous les échelons, y compris au plus haut. » Et ça m'a beaucoup touchée. Et c'est vrai que dans les valeurs que je porte au quotidien, et d'ailleurs qui sont celles du ministère de la Justice, mais c'est vraiment la parité, par exemple, des groupes de travail, veiller à ce qu'il y ait toujours autant de femmes que d'hommes, veiller à ce que, moi j'aime bien sur les photos officielles, par exemple, mettre autant de femmes que d'hommes. Voilà, et surtout, je fais attention à qu'il n'y ait pas que des hommes. Enfin, voilà, toutes ces symboles-là qui ont l'air de rien, mais qui finalement permettent d'assurer la visibilité des femmes et leur représentation. Donc non, je pense que ça a compté, et ça a compté aussi dans les relations, parce que finalement, à BMAO, finalement, je pense que le pouvoir hiérarchique était un peu confondu, comme on disait, avec la virilité, le fait aussi d'être un homme, d'être antillais, de pouvoir exceller dans ce rapport de force, parce que c'était dur, donc il fallait un petit peu, comme je disais tout à l'heure, des muscles, enfin il fallait pouvoir partir au combat. Et ce que j'ai essayé d'emmener, et j'espère y être arrivée, c'est montrer que diriger une prison, c'est pas ça. Diriger une prison, c'est avoir un sens de l'organisation, d'anticipation, de conception. En fait, on n'a pas besoin d'avoir ces muscles-là et cette virilité-là. Et je suis très fière, je pense, d'avoir montré que c'était possible. Et que ces qualités de savoir-être et savoir-faire, en fait, les femmes pouvaient évidemment les incarner. Ça vous rajoute quand même des galons sur vos épaules. C'est-à-dire que vous avez dit l'uniforme, déjà, avec tout ça, il est un peu lourd. Mais là, en plus, vous dites, je dois prouver en tant que femme d'une certaine façon. Vous n'avez pas dit ça. Mais c'est comme ça que je l'ai entendu. On le vit comment, ça ? Parce que moi, je sens une certaine fierté chez vous, une certaine envie. Mais c'est aussi un certain poids, d'une certaine façon, non ? Ah ben oui, mais au début, je me suis mise la pression sur ça en me disant je ne peux pas rater mon commandement parce que je suis la première femme à diriger le centre pénitentiaire de BMAO, qui est quand même une prison qui est réputée pour très difficile. D'ailleurs, une des plus difficiles d'outre-mer, mais une des plus difficiles évidemment par rapport à énormément de défis. On a de la grande criminalité, on a beaucoup d'armes à feu, on a beaucoup de violence. Enfin voilà, puis c'est loin. Enfin il y a aussi une histoire du territoire qui est pas facile. Donc en fait, il y avait toutes les difficultés du poste, mais vraiment de me dire non, je ne peux pas rater parce que j'ai quelque chose à prouver pour les femmes et pour montrer que finalement, il n'y a pas une fonction de mission. Enfin, moi, je suis une très grande, mais je pense comme vous, défenseuse de l'égalité pure. C'est-à-dire que ni les femmes ni les hommes doivent être supérieurs l'un l'autre. C'est-à-dire qu'on peut faire les mêmes choses et on peut prouver qu'on vaut les mêmes choses. Et donc voilà, ça a été lourd et à la fois tellement passionnant. Vous disiez dans les photos officielles, vous faites toujours attention à ce qui est moitié-moitié. C'est pas forcément le cas. On voit surtout plus d'hommes, c'est ça d'habitude ? Parce que vous avez parlé de photos officielles tout à l'heure et le fait que ce soit bien en parité. Oui, alors c'est quelque chose qui me choque encore beaucoup. C'est-à-dire que quand je regarde mes LinkedIn, quand je regarde un peu toutes les communications, je vois beaucoup d'hommes. Quand je vais aussi dans toutes les audiences solennelles ou toutes les cérémonies, vu que c'est une grille de lecture que j'aime avoir sur le monde, cette thématique d'égalité homme-femme qui vraiment me passionne, je compte toujours le nombre d'hommes et de femmes
Je regarde où on positionne les hommes, est-ce qu'on les met devant, est-ce qu'on met les femmes, etc. Enfin, tout ça est très intéressant. Et quand même, je trouve que c'est encore... Alors, ça arrive, ça évolue, mais doucement. Et il y a encore pas mal de fois où on voit des erreurs de communication, je trouve... ou des maladresses où finalement il y a des photos avec que des hommes et c'est dommage. Et moi j'aime bien qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, ni que des femmes d'ailleurs, hein. Moi je suis vraiment pour que les deux genres soient représentés. Et donc par exemple dans des cérémonies, dans des photos, moi je demande vraiment mettez-vous un homme, une femme, un homme, une femme. Moi j'aime bien communiquer, comme je vous disais, il faut mettre en axe ces valeurs, et donc je demande ça. Ok. Et je veille à ça. C'est votre acte militant. C'est ça, voilà, du quotidien. Tout à fait. Là, vous revenez d'une semaine de séminaire, si je me trompe pas. Je me rends pas compte de la représentation des femmes à des postes de chef d'établissement, en fait, de prison. Il y en a beaucoup, c'est encore quelque chose d'assez rare. Alors, il y en a de plus en plus. C'est-à-dire qu'en fait, les directrices de prison, en fait, c'est un métier qui vient directement des facultés des universités de droit où les femmes sont surreprésentées. Donc, il y a quand même beaucoup de femmes, et effectivement une surreprésentation des femmes dans les promotions de personnel de direction. Il y a à peu près une 20aine de postes par an, et il y a une écrasante majorité de femmes. Mais dans ce que j'en ai vu au fur et à mesure du temps, c'est que souvent les femmes restent quand même sur des métiers d'adjoints, ou subalternes ou administratifs, en direction interrégionale, en centrale. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a la charge familiale. Il y a aussi peut-être, et ça j'y crois beaucoup, une limite qu'elle se pose à elle-même. Parce que j'ai l'impression qu'une femme attend d'être compétente pour demander le poste. Enfin, moi je sais que j'ai mis beaucoup de temps à progresser dans mes postes. J'ai pas grillé les étapes, j'ai pas voulu aller trop vite, j'ai pris beaucoup de temps et j'y suis allée très sereinement. Et je trouve que c'est vraiment peut-être quelque chose qui caractérise les femmes, que se dire j'attends d'avoir la compétence pour le faire. Peut-être qu'une question que se posent pas les hommes. Et c'est pour ça que je trouve qu'on trouve beaucoup de femmes compétentes à des hautes fonctions, parce qu'elles se sont posées la question avant de saisir les opportunités. C'est intéressant de le poser comme ça, qu'il y a beaucoup de femmes compétentes parce qu'elles se sont posées la question avant. Non, mais c'est bien de le dire aussi, parce que je trouve ça intéressant. Donc vous avez pas grillé les étapes, vous avez attendu. C'est quoi à chaque fois les déclics qu'on fait que vous avez dit je vais passer à l'étape d'après ? Alors moi, d'abord, j'ai fait 6 établissements. Je suis toujours restée sur le terrain en prison. Et je ne suis pas allée dans des métiers administratifs, en administration centrale ou en direction interrégionale. Parce que moi, ce qui me passionne, c'est le terrain. Je trouve que c'est là où on voit finalement l'impact qu'on a sur le réel, beaucoup plus que dans l'administratif. Donc j'ai fait 6 prisons. Et en fait, je suis montée très tranquillement. Donc je passais de directrice détention à adjointe d'un petit établissement à Nîmes, adjointe d'un gros établissement, les RH. Et puis après, j'ai pris mon premier poste de chef d'établissement dans une petite structure, puis dans une plus grande, puis dans une plus grande. Et finalement, j'ai pas été tentée par des logiques de carrière qui m'auraient propulsée très haut, très vite, en fait. Voilà, parce que j'ai pas du tout envie de ressentir et de subir cette chose très désagréable qui voudrait que je sois dépassée, finalement, et plus à la hauteur du poste, et plus en capacité de mener ma mission. Ce qui peut arriver, à un moment donné, à un certain niveau de complexité du poste. Vous avez dit au tout début que le pouvoir, c'était la liberté de pouvoir agir. Enfin, vous l'avez pas dit comme ça. C'est pas la liberté de pouvoir agir, mais la liberté, en tout cas, de créer le monde qu'on a envie de créer. C'est pas exactement ça que vous avez dit, c'était pas très loin. Et donc, du coup, pour avoir cette liberté-là de pouvoir, il faut monter. C'est-à-dire, plus on monte, plus on a une liberté de pouvoir, et donc plus on peut réellement agir pour le monde qu'on a en tête. En entendant ça, je me dis que vous avez toujours visé le poste de chef d'établissement, à minima. Parce que pour pouvoir faire changer les choses, on va jusque-là. Du coup, vous confirmez ? Oui. Ouais. Et donc, comment est-ce que vous avez construit ça ? C'est-à-dire, à quel moment vous vous êtes dit, en fait, je vais être chef d'établissement ? Ça va être dès les études, ça va être... à quel moment vous vous êtes dit ça ? Et comment vous avez finalement visé ce poste de chef d'établissement ? Non, vous avez raison. En fait, je me suis dit ça dès que je suis rentrée dans mon premier établissement. J'étais directrice de détention, puisque, en fait, je voyais le chef d'établissement et l'adjoint. Mais il me fallait apprendre. En fait, je voyais bien que le chef d'établissement, quand même, était soucieux, était le dernier rempart de décision, et que c'était quand même très compliqué. Je m'en sentais absolument pas capable en rentrant dans la pénitentiaire. Et donc, du coup, j'ai appris la détention sur 2 postes où je m'occupais complètement de la détention. Donc, j'ai vraiment appris d'abord les normes, les règles, et les us et coutumes d'une détention. Après, j'ai appris les ressources humaines. Donc, j'ai vraiment côtoyé le monde des personnels, où je me suis rapprochée d'une réalité, finalement, une autre réalité que j'avais pas forcément touchée du doigt quand je m'occupais des personnes détenues et de la détention, mais qui est une réalité très riche et très importante, voire maintenant primordiale dans mon poste de chef d'établissement. Et après, au bout de 3 postes, du coup, je me suis sentie prête et avoir envie, justement, de me dire, quand je me suis sentie...
quand je me suis sentie légitime en me disant non, là maintenant, j'ai envie, face aux défis qui nous sont posés, de décider. Et même si c'est pas les bonnes décisions, j'ai envie de m'y confronter, j'ai envie de l'assumer, j'ai envie. Donc c'est quelque chose effectivement qui m'anime et qui d'ailleurs me rend très difficile maintenant la suite. C'est-à-dire que j'en suis au 3e poste de chef d'établissement. Il va falloir sans doute que je change de métier, de fonction, etc. Mais j'ai beaucoup de mal parce que à la fois on a beaucoup de liberté dans un établissement parce qu'on a des directives, etc. Mais on est quand même chef de service et à la fois quand on se rapproche de l'administration centrale, du ministère, etc. La liberté, à mon sens, dans ma grille de lecture, on la perd un petit peu aussi parce que après il y a évidemment les pressions politiques, les pressions médiatiques, des pressions de toutes parts qui sont plus les pressions du terrain. Moi, les pressions du terrain, je les accepte parce qu'elles font partie du jeu. Mais quand la pression vient d'en haut, c'est encore autre chose et je suis pas sûre que plus on monte à partir de là où je suis, plus je vais gagner en liberté. C'est ce qui d'ailleurs m'embête beaucoup pour décider de la suite. Je comprends. Je vais revenir à quelque chose que vous avez dit, que je trouve super intéressant, qui dit que là, à votre poste à vous, c'est le terrain finalement qui donne les décisions. Enfin, qui donne les décisions, non, c'est vous qui les prenez, mais en tout cas, elles viennent de la réalité du terrain. Et que dès qu'on monte un cran au-dessus, c'est plus politique, et donc elles viennent de la pression politique, et donc c'est des décisions qui sont différemment contraignantes et qui donnent un sens différent. Je trouve ça super intéressant de le dire comme ça, parce qu'on dit souvent, oui, après c'est politique, oui, mais en fait non, c'est pas qu'une question de politique, c'est juste que c'est plus les mêmes courants qui donnent les décisions. C'est pas forcément un poste que vous visez. Pourquoi ? Par rapport à tout ce que vous m'avez dit au début sur le sens du monde, parce que on pourrait dire plus ça devient politique, plus vous avez d'action sur le sens du monde, entre guillemets. Vous faites des drôles de yeux, parce que vous ne le voyez pas, mais là, le regard disait oui, pas vraiment en fait. C'est intéressant de le voir comme ça parce que très souvent, le pouvoir pour le pouvoir, vous avez dit, c'est le pouvoir d'agir seul, c'est le pouvoir pour soi, c'est le pouvoir aussi d'agir sur le monde. Mais là, la notion d'éthique est intéressante parce qu'on peut agir sur sa vision du monde à soi, qui n'est pas forcément la vision qui correspond au bien-être des autres. À vous, vous avez le bien-être qui est chevillé au corps, j'ai l'impression, parce que vous me l'avez dit beaucoup, que ce soit sur les surveillants, sur les prisonniers, c'est quelque chose qui est important pour vous-même aussi, j'espère, le bien-être. Absolument. Absolument. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui, selon vous, fait que quand on passe à ce niveau politique, qui est réellement théoriquement plus de pouvoir, en fait, on en perd. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que vous perdez du pouvoir en montant en pouvoir. Et oui, c'est très étrange, mais en tout cas, c'est ce que En fait, c'est ma grille de lecture du monde. Je dis pas que j'ai raison. Mais j'ai l'impression qu'en fait, à un niveau politique, on est très dépendant des concitoyens, en fait, de la manière dont l'opinion publique se crée. Par exemple, la prison, c'est quand même quelque chose, enfin un endroit qui est très polarisé dans le débat public. Oui. Les contre, les pour. Vous voyez, enfin c'est toujours très violent, enfin ce débat-là. Alors que la prison, finalement, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus nuancé. Moi, j'aime les nuances parce que je trouve que, en fait, dans le débat politique, c'est souvent celui qui crie le plus fort. Et ça correspond pas à l'éthique que je défends. Je suis pas sûre qu'il faille crier. Je suis pas sûre qu'il y ait une éthique d'ailleurs toujours, ni une exemplarité, ni un modèle tel que, en tout cas, je l'entends. Et j'ai l'impression qu'on perd parfois le bon sens parce que l'opinion publique parfois aime les simplifications, aime que ce soit facile, alors qu'en fait la réalité c'est pas ça. Et je trouve qu'en prison, quand on est sur le terrain, on partage tous ce constat que la réalité est complexe, qu'il n'y a pas de solution miracle. Et d'ailleurs, on voit que même si on est éloigné du pouvoir politique, en tout cas plus éloigné que pour certains autres métiers ou fonctions, on en mesure les conséquences. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un incident dans une prison, on a énormément de textes qui nous arrivent, de circulaires, de décrets. On a des changements des politiques publiques et pénales. On a une réforme pénale quasiment toutes les années à absorber, à mettre en place. On a des allers-retours, hein. On va mettre en place une réforme, on va enlever toutes les fouilles, mais finalement on va remettre en place on va remettre les fouilles. Pourquoi ? Parce que finalement, dans le pouvoir politique, c'est plus de sécurité, plus de droits fondamentaux, plus de sécurité selon les alternances et selon les convictions et les messages qui sont portés. Et ça c'est quelque chose qui est difficile dans nos missions. Parce qu'il faut porter des messages parfois différents, alors que la réalité reste la même. Et c'est vrai que moi, je comprends les logiques de terrain parce que le terrain s'impose à nous en tant que décideurs. Et je comprends qu'en fait, c'est lui qui décide. Mais j'ai beaucoup plus de mal à me dire que c'est l'opinion publique qui va décider ou un fait divers comme aujourd'hui qui va être porté dans les médias comme étant finalement l'arbre qui cache la forêt.
Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est la forêt, c'est pas l'arbre. Alors que les médias vont tous focaliser sur l'arbre, vous voyez. Et ça m'agace profondément quand on parle de prison, quand on parle de délinquance, de criminalité. On a l'impression que un mineur commet un fait et ça y est, tous les mineurs sont à mettre dans la même... Et on va avoir un texte sur les mineurs. Enfin, vous voyez, ça, je crois que le débat public, en tout cas aujourd'hui, et politique, a perdu sans doute nuance. Par rapport en nuance. Enfin, moi, ce que j'attendrais, ce que j'aimerais avoir, c'est du temps de réflexion. Et comme je vous disais tout à l'heure, des groupes de travail, de la réflexion. En fait, qu'on traite des sujets au fond. Et avec sérieux et avec maturité. Et pas toujours dans une urgence médiatique. Et ça, aujourd'hui, voilà, c'est la réalité dans tous les sujets, hein. Mais c'est dommage. Et ça me donne effectivement pas forcément toujours envie. Même si ce sont des logiques de carrière, hein, parce que c'est là où on fait les plus belles carrières, mais finalement, je me rends compte que c'est pas ce qui m'intéresse. Et c'est plus le bien-être dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait sens pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place. Vous voyez, aujourd'hui, d'être avec vous, ça fait sens pour moi et je suis ravie d'être là. Ça fait beaucoup plus sens que de devoir justifier dans les médias d'un seul fait divers, quoi, par exemple. Alors, du coup, je vais faire un aparté cette fois-ci sur les détenus. Plutôt parce que je disais, il y a 97% des détenus qui sont des hommes, donc 3% qui sont des femmes. Je crois pas qu'il y ait des prisons exclusivement de femmes. Ça existe ou pas? Alors oui, je crois que ça existe vers Rennes. Il y a une prison de femmes. Il y en a pas beaucoup. Mais la majorité, du coup, sont des prisons mixtes avec très peu de femmes et beaucoup d'hommes. Et elles ont des quartiers un peu à part. Il y a eu ouverture un peu du sujet, notamment lors du Covid, parce qu'évidemment, il y a encore plus de restrictions dans la prison, ce qui était déjà pas mal. Et où, en fait, on a appris, et vous direz le contraire si c'est pas le cas, que les femmes, du coup, étaient encore plus restreintes, parce que comme c'était majoritairement des hommes, elles avaient moins accès à certaines ouvertures, elles avaient moins accès à certains espaces. Et donc, pour être une femme en prison, c'est du coup encore plus difficile, parce qu'il y a encore moins de liberté. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et surtout, comment est-ce qu'on gère finalement cette distorsion entre nombre d'hommes et de femmes dans une prison à gérer, sachant que c'est des quartiers séparés aujourd'hui, avec quelques aires communes, j'imagine? Donc, comment ça se passe par rapport à cette inégalité-là, en fait? Alors moi, effectivement, les quartiers de femmes sont des petits quartiers. Moi, j'en ai eu un à Nîmes, j'en ai un là à Baie-Mahault. Ce sont des petits quartiers, par exemple, c'est moins de 30 femmes. Alors que les hommes, on est sur des centaines, hein, on est sur 750 hommes, on a avoir quelques 30 femmes, donc c'est vraiment pas représentatif. C'est un peu comme les quartiers mineurs, hein, ce sont des petits quartiers. Alors, sur les femmes, je sais qu'on dit beaucoup de choses et vous avez pas tort parce que vu qu'il y a peu de femmes, voire très peu de femmes, on n'est pas du tout dans une égalité homme-femme, là, pour le coup, hein, du nombre d'hommes et de femmes incarcérés. Finalement, les femmes, il y a pas autant de lieux d'incarcération pour femmes que pour hommes. Donc il y a un éloignement. Mais plus que l'éloignement, moi j'ai envie de dire que c'est le soutien familial. Les femmes, en fait, souvent il n'y a pas un homme derrière qui vienne les voir, qui vienne laver leur linge, parce qu'en prison on récupère le linge sale pour le laver, etc. Il n'y a pas forcément d'hommes derrière elles. Elles ont souvent la charge de famille, la charge des enfants, mais c'est elles, finalement, le moteur et le cœur d'une famille. Et donc, en fait, elles sont souvent isolées parce qu'il n'y a pas d'homme ou de mari qui joue ce rôle-là, de les aider, les soutenir dans un moment qui est très difficile, qui est l'incarcération. Ce qui n'est pas vrai de l'autre côté. Et les hommes, il y a quand même souvent une femme, une mère, une épouse qui viennent au parloir et qui les soutiennent. Mais par contre, dans la réalité des conditions de détention, moi, ce que je constate quand même à plusieurs reprises, c'est que les femmes ont de bien meilleures conditions de détention. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, les quartiers femmes sont des quartiers, enfin, en tout cas, là, pour celui de Baie-Mahault, mais c'était pareil à Nîmes, moins surpeuplés, beaucoup moins surpeuplés. Là où je vais être à 250% sur un quartier homme, là, par exemple, j'ai aucune surpopulation sur le quartier femme. Okay. Donc, des conditions où elles vont être seules en cellule, où les cellules sont très bien équipées. À Nice, par exemple, les femmes avaient l'eau chaude en cellule. Les hommes, non. Okay. Les femmes à Baie-Mahault ont un ventilateur mural équipé dans toutes les cellules. Les hommes, non. Donc, il y a quand même ce prisme. Puis les quartiers femmes, comme là, hein, ils sont colorés, ils ont des belles couleurs, ils ont des belles décorations. En fait, il n'y a pas de surpopulation. Donc, il y a beaucoup moins de monde. Donc, en fait, les quartiers restent beaux, restent propres, restent lumineux. Enfin, je ne sais pas comment dire. Je crois que les quartiers hommes souffrent énormément d'une surpopulation massive. Et c'est ça qui fait que ça se dégrade. Et c'est ça qui fait qu'il y a énormément de violence, etc. Après, les femmes, on n'est pas dans les mêmes profils. Moi, j'ai développé en fait ce regard qui vise à dire qu'un homme, quand même, peut tomber en prison pour des crimes et des délits divers, là où la femme qui est chargée de famille, qui a des enfants, souvent, va être incarcérée uniquement dans des faits extrêmement graves. Donc, on est quand même dans un haut spectre de faits. Infanticide, meurtre, trafic de drogue important, réseau de prostitution. On n'est pas dans le vol simple à l'étalage, on n'est pas dans l'escroquerie, on n'est pas dans... Réseau de prostitution en tant que prostituée, en tant que proxénète?
En tant que proxénète. Non, mais je le précise parce qu'on pourrait en tant penser que l'inverse. proxénète. Voilà. Donc en fait, il y a une gravité des faits, une gravité des profils aussi qui sont. Donc ce ne sont pas des profils faciles. Parce que quand même, et d'ailleurs dans tous les exemples moi qui me viennent en tête dans l'actualité, souvent on peut voir, et moi ça m'intéresse de lire cette lecture-là de la presse, c'est que sur des mêmes faits, notamment commis à l'encontre d'enfants, ou même on a pu le voir dans des corruptions publiques, l'homme va en prison mais pas la femme. Elle va être mise sous bracelet. Sur un infanticide, vous voulez dire? Ouais, sur un infanticide. Ou bien sur, sur des personnages, des personnes plus publiques, où finalement, voilà, on va mettre plus facilement un homme en prison qu'une femme. Donc ça, c'est, voilà, l'égalité, effectivement, enfin voilà, il y a vraiment de vraies différences. Donc oui pour l'isolement, mais non pour le traitement. Moi, j'ai beaucoup d'associations, d'activités, d'autorités judiciaires qui s'intéressent directement à la condition des femmes détenues. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui passionne, qui suscite l'intérêt. Là où les hommes, finalement, le suscitent moins. Donc, moi, au nom de l'égalité, il m'est arrivé de dire non, on va pas faire cette formation au niveau des femmes, on va le faire chez les hommes, parce que chez les hommes, il y a des centaines de personnes qui attendent, là où les femmes ont déjà un réseau d'activités tout à fait suffisant pour le nombre qu'elles sont. Vous voyez ? Donc, pour le coup, ça, je suis obligée, finalement, d'œuvrer à l'inverse, parce que pour pas privilégier que les femmes détenues. En termes d'égalité homme-femme, parce que c'est le sujet qui nous préoccupe, mais moi je trouve ça toujours dommage, et je trouve qu'on a encore des progrès à faire pour pas voir simplement la femme comme une victime. C'est vrai. Parce qu'on a beaucoup de mal à imaginer une femme pouvoir faire preuve d'autant de perversité, d'autant de cruauté qu'un homme. Mais c'est le cas. Oui, moi je crois en une égalité totale des sexes, c'est-à-dire qu'un homme ou une femme peuvent faire ça. Et il y a d'ailleurs le dernier spectacle de Foresti qui en parle, qui dit mais moi je suis une femme, je peux agresser sexuellement, je peux tout faire, de toute façon pas de problème, parce que finalement pour moi c'est possible, là où si j'étais un homme je serais en prison. C'est ce qu'elle dit dans son spectacle, et c'est exactement ça, je trouve. C'est-à-dire qu'en fait il y a quand même encore des prismes, des représentations des femmes qu'on ne pense pas capables d'eux. Et si elles ont fait finalement ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles étaient sous l'influence d'un homme ou victimes d'un homme, et comme si elles n'avaient pas libre arbitre, comme si finalement elles ne pouvaient pas décider aussi de leur vie ou de protéger l'enfant. Et moi je lutte un peu contre ça. Moi je crois qu'à un moment donné il faut l'égalité des sexes. Il faut pas simplement voir la femme comme une bonne mère, c'est pas vrai. Il y a énormément de femmes, la preuve, qui tuent leurs enfants, qui sont pas des bonnes mères. Comme il faut pas voir l'homme comme forcément un mauvais père, parce qu'il y a énormément de pères maintenant qui s'impliquent dans l'éducation de leurs enfants, qui sont très présents. Et je trouve qu'il y a vraiment encore des représentations très claires qui irriguent la société et qui sont encore très archaïques, je trouve. Alors, il y a beaucoup d'associations féministes qui vous contrediraient là-dessus, mais là où vous avez raison, par contre, c'est que dès qu'une femme va en prison, c'est vrai que l'affaire Fourniret, c'est très bête, on se souvient de Fourniret, mais on se souvient surtout de sa femme. Aussi, ça marque. Nordal Lelandais, dont je parlais tout à l'heure, ce qui nous marque là, c'est qu'il vient de se marier, d'avoir un enfant. Enfin, c'est bête, mais ça vous laisse complètement perplexe cette histoire, ce que je comprends, parce que je pense que c'est tout le monde. Donc oui, très souvent, quand c'est une femme, ça cristallise encore plus sur la société, même quand c'est des hommes, ça cristallise quand même. Mais parce que ça va à l'encontre, en fait, d'une vision qu'on a encore idéalisée de la femme. Moi, je crois qu'on est encore dans cette vision idéalisée-là. De la mère, d'ailleurs, de la mère, de finalement quelque chose d'un peu fragile et de pur. Vous voyez la chanson de Renaud, Femme, je vous aime, parce que finalement, vous ferez jamais la guerre, vous ferez jamais... Enfin, vous voyez, il y a cette vision-là, mais qui, je sais pas, parce que moi, je suis pas dans les études, dans les recherches, etc. Mais moi, j'ai envie, en tout cas, d'un monde où ce soit égalitaire. C'est-à-dire que qu'on soit un homme, une femme, quoi qu'on fasse, et ben finalement on a les mêmes réponses, et qu'il n'y ait pas toutes ces représentations-là. Même si on sait qu'il y a beaucoup d'inégalités encore aujourd'hui qui sont flagrantes, mais j'ai l'impression en tout cas qu'on va dans le bon sens. Je vais revenir à ce que vous disiez sur l'égalité. Du coup, je vais aller vers ma dernière question. J'aimerais savoir ce que vous souhaitez voir changer, du coup, dans votre organisation ou plus largement dans le monde pour arriver à une égalité. Alors, je vais peut-être vous répondre sur les deux versants d'égalité. Alors, sur l'égalité homme-femme, il y a deux choses qui me tiennent à cœur. La première, c'est peut-être développer cette notion de masculinité positive. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression qu'on parle des femmes aux hommes ou des hommes aux femmes, mais moi, j'aimerais qu'on parle des hommes aux hommes dès l'éducation des jeunes garçons, et qu'on leur explique ce que c'est qu'être un homme. Moi, j'ai l'impression que... Et c'est ce qu'on avait essayé de mettre en place, d'ailleurs, à Vars, quand on avait fait tout ce schéma d'égalité. C'est-à-dire que de dire qu'est-ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui ? Est-ce que c'est soumettre une femme ? Est-ce que c'est montrer ses muscles ? Est-ce que c'est rabaisser tout le monde ? Est-ce que c'est ne pas pleurer ? Vous voyez ? J'ai l'impression qu'on est encore là-dedans, parfois. Et moi, j'ai envie de dire non, c'est vraiment être fort dans l'épreuve. C'est un peu le poème que j'adore, Tu seras un homme, mon fils. Voilà, c'est une question de dignité. Et je crois qu'en fait, ça manque encore beaucoup. Donc, la masculinité positive. Et puis des réseaux de femmes, ça c'est pour l'égalité homme-femme, parce que les femmes, en fait, les hommes depuis très longtemps se sont structurés en réseau, les femmes non.
Et je crois qu'en fait, elles seront fortes aussi si elles arrivent un peu à développer ce type de réseau, parce que c'est ça qui va leur donner de l'influence, de la visibilité à leur discours dans la sphère publique, dans les médias, etc. Donc, moi, j'ai compris ça il y a très peu de temps, notamment avec LinkedIn et les liens. Mais d'ailleurs, regardez, on est là aujourd'hui par rapport à ce type de réseau. Et finalement, on peut faire plein de belles choses par le réseau. Et je crois que les femmes n'ont pas encore intégré ça. Donc moi, je défends beaucoup ça pour arriver à cette égalité-là. Et après, dans l'égalité vraiment sociale, parce que ça me tient aussi à cœur, il n'y a pas que l'égalité homme-femme, il y a l'égalité sociale. Et nous, dans les prisons, c'est une réalité. Il y a un combat que j'ai envie de porter aujourd'hui avec vous, c'est le rôle de l'école, vraiment. Et de dire, est-ce que vraiment la seule chose qu'on peut faire pour un enfant ou un adolescent qui est dans la violence, qui ne respecte pas les règles, c'est l'exclure? Parce que finalement, quand on l'exclut, on le met sur le trottoir, on le met dans la rue, et en fait, il arrive en prison. C'est quasiment inévitable. Et moi, j'ai envie, en fait, de dire que le monde des adultes doit absolument se dire que les enfants comptent sur eux, les adolescents aussi, parce que quand on parle de jeunes mineurs de 13 ans, enfin voilà, on est sur des enfants qui n'ont pas un cerveau qui est abouti, qui est mature. Ils sont complètement soumis au monde des adultes. Est-ce qu'on n'a pas envie de leur montrer, au contraire, qu'on est là, quoi qu'il arrive, qu'on ne cédera pas, qu'on ne les exclura pas de la société, et qu'au contraire, si ça va pas à l'école, on va les garder 2 fois plus. Et moi, ça, je regrette vraiment que toutes les exclusions scolaires finissent en prison. Où on essaye de recréer du lien avec l'école en prison, mais finalement, c'est déjà très tard. Et je crois qu'il y a vraiment un paradigme à changer sur ça. Et de se dire que l'école, absolument, on doit garder tout le monde. Alors, ça nécessite pas que des enseignants, ça nécessite des moyens, des éducateurs, ça nécessite de garder peut-être l'enfant le week-end, j'en sais rien, le soir. Enfin, ça nécessite plein de choses, et de mettre des très gros cadres autour de l'adolescent, de l'enfant. Mais moi, je crois qu'on aura bien avancé le jour où on sera capable de ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez aimé cette interview, partagez-le autour de vous. Dites-le nous aussi en commentaire, sur les plateformes ou sur les réseaux. C'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Et bien sûr, pensez aux étoiles pour toujours nous donner plus de visibilité. Merci beaucoup et à bientôt.